Alors dans cette vidéo, le début du chapitre 3 concernant l'évolution humaine, vous trouverez dans le diaporama cette icône en haut à droite qui montre une espèce de singe qui se redresse progressivement et qui se rassoit devant son ordinateur. En introduction, les rappels des classes précédentes, notamment la définition du mot espèce qui est compliqué à définir. Pour ce qui est de la définition biologique, ce sont des individus capables de se reproduire entre eux et dont la descendance est fertile et viable. C'est donc le critère d'interfécondité qui est primordial plutôt que les critères de ressemblance qui peuvent amener à des erreurs. Une fois qu'on sait distinguer les espèces, on peut retracer des phylogénies, c'est-à-dire des histoires évolutives sous forme d'arbres phylogénétiques comme on l'on voit ici. Et ce qui est bien important à connaître, c'est que les ancêtres communs qui sont placés au niveau des nœuds de l'arbre sont toujours hypothétiques, c'est-à-dire que ce ne sont jamais des espèces ni actuelles ni fossiles qui constituent les ancêtres, mais on construit un portrait robot de ces ancêtres avec les caractères nouveaux qui sont partagés par les espèces. Par exemple, on peut dire ici que cet ancêtre commun placé là devait avoir des mâchoires, mais pas de nageoires rayonnées, pas de 4 membres, etc. Il faut donc toujours répondre à 3 questions pour démarrer. L'ancêtre commun à tous les êtres vivants, on l'appelle Lucas, dernier ancêtre commun universel. Les scientifiques s'appuient sur les caractères partagés pour établir des liens de parenté. Et enfin, les primates regroupent les plus proches parents de l'espèce humaine. Ce chapitre correspond au chapitre 11 de votre livre. On peut, en introduction, noter que la paléoanthropologie, paléo ça veut dire ancien, anthropo ça veut dire étudier l'homme, donc la science qui étudie les hommes anciens, construit un récit scientifique de nos origines à partir des archives fossiles. La phylogénie permet d'étudier les relations de parenté entre les espèces actuelles et fossiles d'homininés, on dit hominines ou homininés. Alors, tout d'abord, la définition de ce terme de paléoanthropologie, science qui étudie donc l'histoire de l'évolution humaine à partir des fossiles que nous possédons, et les hominines ou homininés, le groupe rassemblant l'être humain actuel et toutes les espèces fossiles qui sont plus proches parentes des humains que des chimpanzés. On appelait ça auparavant la lignée humaine, mais on verra que ce mot de ligne, de lignée, ne correspond plus avec les informations que l'on a aujourd'hui. La problématique que l'on résoudra dans ce chapitre, c'est quelles sont les relations de parenté entre l'homme et les autres primates groupe auquel nous appartenons. Dans un premier temps, donc, nous allons montrer que l'homme est un grand singe, comme les autres primates. On vous demande dans un premier temps, à la page 243, de justifier notre appartenance au groupe des primates, puis à celui des grands singes au sein de ces primates. On va donc regarder des fossiles et des êtres vivants actuels. Ici, ce sont tous des êtres vivants actuels qui ont été qui sont présentés. Nous appartenons au groupe des mammifères, puisque nous avons des glandes mammaires, c'est le caractère dérivé qui nous réunit. Nous appartenons aux primates, car nous possédons des ongles, plutôt que des griffes, comme cet écureuil au bout de nos doigts. Notre pouce est opposable, tout comme celui des chimpanzés, c'est-à-dire qu'il s'oppose aux autres doigts et permet de créer une espèce de pince entre nos 4 doigts et notre pouce. C'est ce qu'on appelle un pouce opposable. Et enfin, nos orbites sont en face, en avant
de la face et non sur les côtés ou de manière latérale, comme chez un écureuil. Donc, cette comparaison entre un primate et un mammifère non primate nous permet de dégager les spécificités des primates. Et grâce à ces spécificités, on peut construire un arbre phylogénétique et avant de construire un arbre, on construit toujours une matrice qui regroupe les caractères étudiés et les individus étudiés. Alors ici, on a pris l'écureuil roux comme individu que l'on appelle extra-groupe pour pouvoir le comparer aux individus qui nous intéressent. Et donc, on a comparé suivant un certain nombre de critères qui diffèrent dans le groupe. Par exemple, si je prends l'appendice nasal, on a une truffe chez l'écureuil, encore chez le maquis, mais pas, vous le savez, chez l'être humain ni chez les autres primates. Concernant la queue, elle est présente chez l'écureuil roux tout comme chez le maquis, mais elle n'est plus présente, elle est réduite en tous les cas à un coccyx pour nous et les autres primates. Vous allez donc devoir, en TP, utiliser le logiciel Phylogène pour construire cette matrice qui place les différents caractères. Et une fois que cette matrice sera totalement complétée, vous pourrez cliquer sur le bouton pour obtenir l'arbre phylogénétique. Et donc, vous devriez obtenir quelque chose dans ce goût-là. Seulement les innovations ne seront pas placées, ce sera à vous de les placer. Alors ici, il n'y en a que 6 sur 8 qui ont été placées. Donc je vous ajoute celles qui ne sont pas présentes, c'est bien sûr l'homme, avec donc une innovation supplémentaire par rapport au gorille qui est l'effacement de la suture maxillaire et prémaxillaire, et le saki qui, lui, est dans le groupe des primates, mais pas des grands singes. Il a un nez, contrairement au maquis, mais n'a pas encore la queue réduite en un coccyx, comme c'est le cas chez les grands singes, auxquels donc nous appartenons. Dans ce texte, Guillaume Lecointre nous présente comment lire un arbre phylogénétique. Donc il nous dit qu'un caractère peut se présenter sous 2 états. Pour le pouce, par exemple, on a pouce non opposable ou pouce opposable. L'un des deux dérive de l'autre, c'est ce qu'on appelle l'état dérivé. Seuls les états dérivés des caractères témoignent d'une parenté, donc c'est eux que l'on va mettre sur l'arbre phylogénétique. Si plusieurs espèces partagent un caractère à l'état dérivé, c'est qu'elles l'ont d'ancêtre commun uniquement à ces espèces. Chez ses ancêtres, une innovation évolutive s'est produite, c'est la transformation du caractère vers l'état dérivé. Cette innovation s'est transmise à tous les descendants. Pour connaître l'état dérivé d'un caractère, on prend une espèce extérieure à l'échantillon. C'est pour ça qu'on a ici pris l'écureuil. L'écureuil qui est un rongeur et pas un primate. Chez l'écureuil, donc le pouce n'est pas opposable. L'état dérivé, pour les pouces, c'est donc opposable. On considère que plus les espèces partagent de caractères à l'état dérivé en commun, plus elles sont proches parentes. Et elles ont divergé il y a peu de temps. Donc ça, c'est vraiment une idée essentielle, l'idée de partager des caractères dérivés, et donc on en déduit que les espèces sont proches parentes. Alors justement, proches parents des autres grands singes, l'être humain comparé ici au chimpanzé, au gorille, à l'orang-outan, vous voyez que pour les trois, nous avons un pourcentage d'ADN en commun extrêmement important. Ici, ça a été mesuré sur 53 fragments d'ADN. Donc nous pouvons dire que c'est avec le chimpanzé que nous partageons le plus de caractères dérivés, vu dans l'arbre phylogénétique précédent, notamment la suture des os maxillaires et prémaxillaires.
mais aussi la plus grande ressemblance génétique avec 98,76%. Notre ancêtre commun est donc récent et nous sommes les seuls représentants des hominines. À la conclusion, l'espèce humaine actuelle, Homo sapiens, fait partie du groupe des primates et est plus particulièrement apparentée aux grands singes avec lesquels elle partage des caractères morpho-anatomiques, donc morphologiques et anatomiques, et des similitudes génétiques. C'est avec le chimpanzé qu'elle partage le plus récent ancêtre commun. Qu'est-ce qui distingue maintenant les hominines des singes ?